Les résidences Arlequin à Grenoble, donc sur une grosse copropriété, avec François Perrard qui est architecte. Merci. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Dans cette présentation, je vais vous partager et témoigner l'expérience du plan de sauvegarde de la résidence Arlequin, et en particulier la réhabilitation énergétique de plusieurs copropriétés qui la composent. Donc, c'est un projet qui a été initié en 2014 par notre atelier avec une étude patrimoniale, puisqu'on est sur un ensemble assez complexe, et pour pouvoir le réhabiliter, il y avait besoin de restructurer l'ensemble de ce patrimoine pour pouvoir intervenir par éléments ciblés. Ce projet, donc, qui prend une nouvelle étape, puisqu'on est maintenant dans le concret, dans la réhabilitation de l'habitat, nous interroge sur notre responsabilité de bâtisseur et d'architecte. Donc, la performance énergétique est une urgence qui s'impose à tous les bâtiments, neufs ou anciens, sans exception. Nous avons à notre disposition les bureaux d'études, les logiciels, les industries, les matériaux, les entreprises et les aides financières de l'État et des collectivités locales pour accélérer cette transition, réduire drastiquement une part de notre empreinte carbone et tenter de respecter les accords de Paris sur lesquels la France s'est engagée. Alors, c'est un marché économique porteur, certes, mais au regard des projections scientifiques et des défis annoncés pour les prochaines décennies, peut-on considérer que la réhabilitation énergétique est une fin en soi? Et en quoi peut-elle nous emmener à changer notre regard et contribuer à la construction d'un nouveau monde? Dans le contexte des années 60, nous avions à peu près les mêmes questions, même si elles sont d'un autre ordre. Ces questions sont très proches de celles que se sont posées les urbanistes, architectes et paysagistes de l'AUA, lorsqu'ils ont conçu, à la fin des années 60, la résidence Arlequin et construit 2200 logements, dont 920 en locatif social. Donc, ces questions sont d'ordre social et résidentiel, à savoir comment répondre à grande échelle à la demande de logement, tout en proposant un habitat alternatif qui ne soit pas la résultante d'un process industriel. Alors, c'est proposer un habitat inclusif, d'abord basé sur la mixité sociale, la diversité des usages, l'entraide et le lien social. À la grande échelle, c'est structurer l'espace urbain dans le grand paysage en privilégiant les vues lointaines et le cadre de vie. C'est repousser les voitures à bonne distance en privilégiant les modes de déplacement actifs au profit de la présence abondante du végétal et du développement de la biodiversité. Enfin, comment créer une volumétrie inspirée par son contexte environnant et proposer une distribution fonctionnelle qui privilégie les espaces partagés, propices aux relations de bon voisinage, en offrant des logements inattendus, en duplex, à l'ergonomie généreuse, des logements traversants, évolutifs, bien éclairés et naturellement ventilés. Donc, des questions posées dans les années 60 que l'on retrouve aujourd'hui dans les projets de construction neuve. Donc, nous ne réinventons pas tout à fait ce que certains se sont déjà posés, les questions posées déjà il y a plusieurs décennies. Dans le contexte contemporain, notre regard porte aujourd'hui davantage sur ces dysfonctionnements techniques et les dérives relatées par les faits divers, alors que les habitants de la première heure gardent en mémoire des souvenirs joyeux et enthousiastes d'un cadre de vie harmonieux. Alors oui, ces grands ensembles subissent les difficultés d'une certaine forme de ghettoisation, avec des dégradations multiples, un patrimoine vieillissant, vétuste, parfois mal entretenu, et aussi des choix constructifs et techniques, architecturaux d'origine totalement inopérants aujourd'hui et inadaptés au contexte actuel de la crise énergétique. Alors, les enjeux sont majeurs, ils sont de grande envergure, et pour répondre à l'échelle de ce quartier, 1,5 km de part à d'autre, il a fallu mobiliser des moyens importants, et notamment un projet de renouvellement urbain qui est développé par la métropole de Grenoble, sous l'égide de l'ANRU et de l'ANA. Donc, c'est un écosystème complexe avec des acteurs multiples qui ont tout de même une ligne de conduite, un outil qui s'appelle le PIA, le Programme d'investissement d'avenir,
qui définit donc les orientations de performance énergétique qui se sont d'abord déroulées dans un premier plan de sauvegarde, le plan de sauvegarde numéro 1, dont l'objectif principal était de restructurer l'armature de la résidence, tout ce qui consiste à le faire fonctionner. Donc c'était d'abord de répondre aux dysfonctionnements fonctionnels d'usage, de recréer un cadre juridique pour pouvoir envisager des démolitions, des fragmentations, des recoupements des galeries et de restructurer l'ensemble des circulations avec en sous-sol une galerie qui permet aujourd'hui de desservir l'ensemble des équipements techniques, dont le chauffage urbain, mais aussi à l'origine toute la gestion des déchets, puisqu'il y avait des centrales aspirantes qui ramenaient tous les déchets dans un local où ils étaient compostés et déchiquetés. Donc cette phase a été réalisée, elle est aujourd'hui opérationnelle, des sous-stations ont été créées, chaque entité et foncière et immobilière sont définies, et le plan de sauvegarde numéro 2 intervient aujourd'hui sur 5 copropriétés, puisque sur ce patrimoine, nous avons à la fois des entités de bailleurs de logements sociaux, donc la SDH et Actis, et des copropriétés de particuliers. Donc, ce plan de sauvegarde s'attache au bâtiment et s'attache à régénérer et à revitaliser ce patrimoine. Donc, c'est prendre soin de l'habitat pour l'adapter aux conditions climatiques de plus en plus exigeantes, et que ce soit le confort d'hiver, dont on a plutôt l'habitude à Grenoble, mais aussi le confort d'été, qui est une particularité de la plaine grenobloise. C'est aussi intervenir sur des ouvrages, des interventions correctives pour préserver la qualité originelle de cette architecture auquel sont très attachés les habitants. Et puis, la question que l'on peut se poser, c'est que lorsqu'on intervient sur de l'existant, est-on sûr que notre intervention sera aussi pérenne pour les 4 ou 5 décennies à venir? Donc la réhabilitation énergétique, c'est d'abord s'intégrer et pénétrer un écosystème, un lieu de vie, une histoire partagée par de nombreux habitants. Et nos maîtres d'ouvrage, aujourd'hui, ce ne sont pas des professionnels, ce sont la plupart des particuliers, qui sont constitués donc en assemblée de copropriétés, dans lesquelles, je vous le disais, on retrouve à la fois des particuliers et des bailleurs, dont les objectifs peuvent être différents, les moyens sont différents, d'où une certaine complexité autour de la table pour trouver des solutions adaptées à la restructuration, à la rénovation énergétique. Alors des situations sociales très, très différentes, des personnes qui sont très investies dans leur logement, c'est leur projet d'une vie, et puis d'autres personnes qui sont là de manière ponctuelle et qui n'ont pas le même engagement dans leur logement. Une partie importante de l'habitation, et qui est une donnée de base du programme, c'est le site occupé, puisque tout ce que l'on doit réaliser en termes d'intervention doit être conçu de manière à préserver la fonctionnalité des logements, c'est-à-dire que tout ouvrage commencé le matin doit permettre le soir de laisser l'appartement dans son usage courant. Aujourd'hui, nous savons intervenir sur pratiquement tous les ouvrages à l'intérieur de logements, à l'exception d'un seul, qui est le désamiantage. Donc l'amiante n'est plus une inconnue, c'est une donnée du programme. Simplement, le désamiantage, donc le retrait de l'amiante en site occupé, n'est pas compatible. Donc nous avons plutôt tendance à faire du recouvrement et de l'encapsulage pour repousser le problème à plus tard. Et enfin, nous avons les enjeux techniques et architecturaux qui sont surtout sur le traitement de l'enveloppe, qui est l'objet le plus important dans l'amélioration de la performance énergétique. Alors certes, rajouter de l'isolant sur la toiture terrasse ne présente pas une technicité très élevée. Lorsqu'on est sur des façades légères telles que celles qui existent aujourd'hui, où on est sur des panneaux sandwich de quelques centimètres, avec bien sûr de l'amiante sur les panneaux extérieurs,
des réseaux de chauffage qui sont en applique sur cette façade, se pose la question de leur remplacement. Et là, je cite en exemple une opération qui a eu lieu donc, par notre confrère Pierre Berne pour le compte de la Société dauphinoise de l'habitat, la SDH, sur lequel le principe a été de retirer toutes les façades, puisque les premières études de structure ont conclu qu'il n'était pas possible de rajouter de la masse, de la charge sur les façades existantes. Et ça les a obligés à entièrement déposer en site occupé les parements. Donc le site occupé là prend toute son ampleur, toute sa mesure, puisque pour maintenir et désalimenter, nous sommes obligés de créer un confinement à l'intérieur des logements. Donc c'est ces panneaux que l'on a à l'intérieur. C'est une intervention donc, entre la pose de ce confinement et la pose définitive des façades qui s'échelonne sur 3 jours. Alors on peut dire que 3 jours, c'est un effort acceptable, mais on intervient vraiment dans l'intimité du logement et on va, ne serait-ce qu'en créant ce cantonnement, totalement modifier l'usage intérieur du logement, puisqu'il va falloir même repositionner les radiateurs différemment. Donc ça, c'est une inquiétude forte quand on rencontre les habitants. C'est la première chose sur laquelle ils nous interrogent en disant on sait ce qui s'est passé sur l'opération, comment allez-vous procéder maintenant sur les autres bâtiments qui sont dans cette même configuration. Donc le process est aujourd'hui bien identifié. L'entreprise qui l'a réalisé a fait toutes les procédures ATEX nécessaires, donc tous les feux sont verts. On a aussi même le recours de matériaux biosourcés avec des panneaux à ossature bois. Donc on peut dire qu'on remplit une grande partie des exigences du traitement thermique et de l'amélioration thermique de la façade. Alors on pourrait reconduire ce système, et c'est peut-être ce à quoi nous arriverons si nous n'arrivons pas à régler ce problème de surcharge de façade, puisqu'aujourd'hui on travaille justement sur des panneaux qui permettent de renvoyer les efforts sur les murs de refend pour assurer la descente de charge dans les fondations. Mais si nous n'arrivons pas à cette solution technique, peut-être qu'on sera obligé d'employer cette dépose totale. Mais dans nos objectifs, et ça a été tout l'objet de la teneur de notre proposition pour remporter cette offre, c'est d'abord d'être à l'écoute du facteur humain, d'être à l'écoute du récit de chacun, parce que quand on a plusieurs personnes autour de la table, chacun a son avis et les avis sont toujours divergents, mais c'est les accompagner vers l'intérêt général pour atteindre l'objectif fixé d'amélioration thermique et énergétique, puisqu'ils sont concernés par la réduction des charges à terme. Alors c'est un travail de dialogue qui nécessite de l'attention, de la disponibilité et surtout une démarche inclusive pour favoriser l'appropriation du projet. Il vaut mieux expliquer qu'imposer. Alors, dans cette démarche, nous adoptons on privilégie la pensée systémique. Alors, c'est un mot assez large, mais c'est surtout ouvrir le champ des possibles, puisqu'en pénétrant cet écosystème, on se rend compte qu'il y a énormément d'énergie, il y a déjà énormément de choses qui ont été engagées, et plutôt que de réinventer ce qui existe déjà, c'est de se rapprocher de nos confrères, c'est de se rapprocher des entreprises, c'est de se rapprocher des associations pour valoriser les expériences du passé. Donc ça nous fait à la fois gagner du temps, mais ça permet aussi de faire monter en puissance le projet dans sa qualité. Alors, dans ce contexte général et de pensée systémique, bien sûr, on se doit d'adopter une démarche responsable. Et pour nous, cette démarche responsable, c'est d'abord accepter que nous allons devoir modifier nos modes de vie, remettre en question nos modèles traditionnels pour relever les défis annoncés qui arrivent plus vite que prévu. Alors, par quoi commencer ? Nous avons cherché une entrée qui puisse être le fil conducteur de toute notre réflexion. Et on est parti du principe que l'intimité du logement était inviolable. C'est-à-dire qu'avant de créer des nuisances, on va essayer d'adapter le projet aux habitants. Et ne serait-ce que par cette attitude, on déclenche tout un processus de réflexion, parce qu'en plaçant l'humain au centre des objectifs,
eh bien, on voit qu'il nous faut garder ces façades et qu'en conservant ces façades, on va privilégier le réemploi, on va limiter la production de déchets, on va aussi limiter l'emploi de nouvelles ressources pour la production de nouvelles façades, on va favoriser l'insertion qui est due dans notre contrat de personnes en rupture, en réinsertion sociale, en rupture d'emploi, mais en les intégrant dans le processus même de conception et de réalisation du chantier. C'est d'avoir aussi une démarche inclusive avec les habitants. Dans le programme, il y a aussi la reconfiguration de leur rôle d'entrée. Donc plutôt qu'architectes nous fassions une proposition, il y a des ateliers de concertation et de travail avec la réalisation de maquettes pour pouvoir se représenter l'espace, ce qui n'est pas chose aisée pour tout le monde. Mais c'est aussi avoir des actions pédagogiques, puisque nous avons dans ce quartier plusieurs écoles et des collèges, et de voir quel est l'impact d'une réhabilitation énergétique, à la fois sur leur environnement, mais sur l'utilité et la nécessité qui la justifie. Donc c'est un ensemble d'interventions qui nous extrait de l'aspect technique de la réhabilitation, mais qui place vraiment les habitants au cœur du projet. Et notre effort, enfin notre souhait surtout, c'est lorsque nous avons des réunions publiques, au lieu de retrouver 3, 4, 5 personnes dans l'Assemblée, c'est d'avoir beaucoup plus de monde, puisque lorsque les personnes s'approprient le projet, eh bien, ils sont plus engagés, ils sont plus moteurs, ils sont plus actifs, et parfois il ne faut pas grand-chose pour fédérer ces énergies. Alors, bien sûr, on est dans un temps d'urgence, alors qu'on devrait prendre le temps de réfléchir, d'investir cet écosystème, de faire connaissance avec les uns et les autres et voir quels sont les besoins des uns, quelles sont les ressources des autres pour construire ce projet commun. Malheureusement, le temps est compté et la première chose qui nous est demandée, c'est de respecter les délais. Alors c'est toujours délicat puisque le timing est imposé. On sait que les financements publics aussi ont leurs propres échéances que l'on doit respecter. Donc c'est un mélange, c'est un équilibre entre vitesse et précipitation, tout en préservant cette relation humaine qui permet de tirer le meilleur de chacun et surtout d'offrir à nos concitoyens, et c'est notre responsabilité d'architecte, de leur proposer un cadre de vie pérenne et durable pour les prochaines décennies. Merci. Un grand merci pour cette présentation très claire. Merci beaucoup. Donc là, on a eu 2 retours d'expérience. Maintenant, on va passer repasser en mode échange autour d'une table ronde. Donc, j'invite